Bonjour et bienvenue dans cette présentation de la nouvelle version Akumatica 24R1 présentée par l'incubateur SPD, catalyseur d'excellence Akumatica. Comme à chaque 6 mois, Akumatica présente sa nouvelle version qui inclut une foule de nouvelles fonctionnalités qui ont été regroupées ici selon différentes sections. Commençons maintenant avec la convivialité. Lorsque on est connecté à Avalara, qui est un logiciel sur le web qui permet de gérer les taxes de vente, permet de remettre les taxes de vente, calculer les taxes de vente, remettre les taxes de vente. Et aussi, maintenant, il gère les certificats d'exemption de taxes. Et ces certificats-là peuvent maintenant être vus à partir d'Acumatica. Les motifs d'approbation et de rejet pour les transactions financières. Les transactions financières ont depuis quelques versions critères d'approbation qu'on peut mettre en place. Et l'approbateur peut approuver ou rejeter la transaction financière. Quand on parle de transaction financière, on parle de facture client, facture fournisseur, paiement client, paiement fournisseur, etc. Donc, dans ces cas-là, maintenant, il est possible pour l'approbateur de définir la raison, d'écrire la raison pourquoi il rejette ou accepte une transaction ou approuve une transaction. C'est déjà possible de mettre un motif d'approbation dans d'autres types de transactions, comme les comptes de frais ou de dépenses, mais maintenant, tout aussi possible en transactions financières. Les paiements Akumatica. Akumatica a lancé il y a quelques années un système de paiement Akumatica qui permet aux clients, aux utilisateurs d'Akumatica d'utiliser Akumatica Paiement comme passerelle de paiement au lieu d'Authorize.net, par exemple. Ce que ça offre, c'est sur les factures qu'on envoie au client, on peut mettre un code QR et le client peut, de chez lui, prendre son cellulaire, balayer le code QR et payer sa carte de crédit, payer cette facture-là à l'aide de sa carte de crédit ou d'un transfert Interac. Donc, c'est vraiment intéressant. Aussi, il y a un portail de paiement où le client peut voir toutes les factures qu'il a payées, les payer par carte de crédit. C'est aussi là. Maintenant, Acumatica ajoute aussi l'intégration avec les terminaux de paiement. Donc, les petites machines sur lesquelles le client va taper sa carte ou insérer sa carte et mettre son NIP. Donc, c'est maintenant aussi offert avec Acumatica Paiement. Et on peut aussi, naturellement, à partir du logiciel Acumatica, utiliser Acumatica pour paiement pour traiter les cartes de crédit. Donc, ça aussi, c'est possible. C'est pratique, cette nouvelle fonctionnalité-là, lorsqu'on a un petit point de vente et on utilise les écrans d'Acumatica pour faire des paiements par carte de crédit. Au lieu d'entrer la carte de crédit manuellement, on la traite avec le terminal de paiement. Un nouvel aperçu de l'interface utilisateur.
ça, puis en appliquant ce changement-ci, ben, on voit que maintenant, le modèle apparaît, qui n'apparaissait pas avant. Puis, si je me déplace comme ça, ben, on a maintenant la gravure qui est à cet endroit-ci, qui est mon champ personnalisé que j'ai rajouté. Donc, j'ai beaucoup plus de flexibilité en termes de comment sont disposées les informations et puis d'avoir une nouvelle interface épurée. Voilà. Revenons à notre liste. Les technologies. On a des choses un peu plus complexes à expliquer. On a un écran d'interrogation, donc une GI, qui est utilisée comme une table dans une autre GI. Donc ça, c'est nouveau. Euh, Souvent, on devait faire des calculs, on voulait avoir une variable qu'on appelle, c'est-à-dire faire un calcul, une somme du nombre de jours par client, par exemple, de paiement par client, le délai de paiement, on pouvait calculer, mais on voulait avoir un autre calcul qui n'avait pas rapport avec ça du tout pour venir, par exemple, d'avoir la moyenne du montant de dépassement de crédit, par exemple, d'avoir ces deux informations-là avec chacun des clients, ces deux informations-là. C'est difficile à faire avec auparavant. Maintenant, ben, on peut faire deux écrans d'interrogation, deux GI, et puis utiliser une dans l'autre, donc prendre le résultat du calcul de la première GI, puis l'afficher dans la deuxième. Donc, on peut avoir des données complètement différentes ensemble. Donc, on peut calculer des variables si on veut, et puis les faire afficher dans les écrans d'interrogation. Les séquences d'action dans les processus, ben, dans les différents processus, on a des séquences d'action qui sont là. Donc, on ne peut pas faire une action avant une autre. On propose une action après une autre. Donc, c'est ça qu'on peut faire maintenant. La sécurité, des droits d'accès non définis. Alors, ça, c'est intéressant. Auparavant, dans Kumatica, on avait la notion d'un droit d'accès non défini. Donc, on avait des droits d'accès tels que, c'est par rôle, si je fais. Auparavant, on avait différents types de droits d'accès. On avait accordé, par exemple, évoqué, puis on avait aussi non défini. Non défini, ça faisait en sorte que lorsqu'on ajoute un nouveau rapport ou un nouvel écran d'interrogation, notamment, par défaut, il y avait le non défini qui était là. Et puis, ça voulait dire que tout le monde avait accès à cet écran-là, jusqu'à temps qu'on veut accorder accès à cet écran-là ou révoquer l'accès. À partir du moment qu'il y avait un droit d'accès pour l'écran, le nouvel écran qui avait été donné pour un des rôles non défini, ça ne voulait plus dire que tout le monde avait accès, ça voulait plutôt dire le contraire. Tout le monde qui avait non défini n'avait plus accès. C'est un peu compliqué, ça porte de la confusion. Maintenant, on a enlevé le concept de non défini. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va ajouter un nouvel écran dans les menus? Je vous montre ça immédiatement. Donc, j'ai un écran qui ne fait pas partie des menus ici. C'est un écran dans le domaine, un écran de pointage pour le temps des bons de travail, de fabrication. Donc, lorsque je veux publier, maintenant, il y a un bouton publier. Auparavant, il y avait une petite case à cocher. Cocher, on mettait des informations. C'était automatiquement dans les écrans, puis il y avait le nom défini qui était là. Maintenant, comme rôle, comme droit d'accès, maintenant, ben, on a un écran de publication dans lequel on va dire l'endroit où on va le placer. Souvent aussi, il est conseillé de ne pas placer ça dans le Data View parce que Data View, c'est un fourre-tout. On le place plutôt dans le module où ça va aller. Voilà. Et on a ici la section concernant les droits d'accès. Donc, on peut établir les droits d'accès. On peut dire que, par exemple, tous les gens qui ont accès au bon de travail,
travail. On est pas là. Donc, finalement, billet de production, voilà. On clique là et on publie. Alors voilà. En faisant ça, ben, le système va accorder les droits d'accès euh, relatifs aux billets de production, puis il va les appliquer sur ce nouvel écran-là. Donc, ça facilite le travail. Ensuite, utiliser les formules pour déclencher des événements. Auparavant, les événements d'affaires, c'est des automatismes qu'on peut mettre en place. Je vous invite, notamment pour ceux qui n'ont jamais assisté à notre incubateur, notre plan d'entraînement d'administrateur ERP, je prends un moment pour vous expliquer que dans chaque compagnie qui utilise Acumatica, il devrait y avoir un administrateur ERP. Et cet administrateur ERP-là va être capable de faire des automatismes par l'entremise des événements d'affaires, développer de nouveaux rapports ou modifier les rapports existants, aussi gérer la sécurité et aussi les communications par courriel, les notifications, etc. Donc, tout ça pour vous dire qu'ici, les événements d'affaires, l'automatisme, pouvaient être déclenchés en fonction d'une liste qu'on donnait à Kumaska sous forme d'écran d'interrogation. Donc, on plaçait toutes nos conditions dans les écrans d'interrogation, puis le système exécutait. Maintenant, ben, on n'a plus besoin de mettre toutes nos conditions dans les écrans d'interrogation, ce qui fait qu'on n'a pas besoin pour chaque événement d'affaires de nécessairement euh, avoir des écrans d'interrogation uniformes. On peut mettre des formules, puis on peut, dans ces formules-là, comparer les données entre elles. Par exemple, l'écran d'interrogation qui est là, puis si, par exemple, le billet de soutien n'a pas été créé par la personne qui est le responsable ou le propriétaire, ben, à ce moment-là, faites telle chose. Donc, on compare la personne qui a créé, le créateur, et la personne qui est le propriétaire. Et si les deux ne sont pas pareils, à ce moment-là, on exécute une action. Si les deux sont pareils, on n'exécute pas l'action. D'informer le propriétaire parce qu'il est déjà informé, c'est lui qui l'a créé, par exemple. Donc, ça, c'est des formules qu'on peut maintenant utiliser. Les finances. Alors, dans les notes de crédit client, il n'y avait pas d'escompte de caisse, puis il n'y avait pas aussi de modalité de paiement ou d'âge des comptes. Donc, et ça posait deux problèmes. Premièrement, quand on contrepassait une facture, s'il y avait dessus une escompte de caisse, ben, ça posait problème. L'autre chose, c'est aussi le fait que dans les rapports de prévision de trésorerie, ben, puisqu'il n'y avait pas de net 30 jours ou de date d'échéance, ben, ça posait problème pour faire afficher au bon endroit cette note de crédit-là dans le rapport de trésorerie. Donc, maintenant, c'est facilité. Euh, calculer les taxes sur les paiements. Ben, en Europe, notamment, sur les paiements anticipés, on doit avoir des taxes dessus. Donc, ça a été fait pour ça. La déclaration de T5018, euh, beaucoup de choses ont été améliorées dans le T5018. Si vous voulez plus de détails, je vous recommande d'aller lire là-dessus, mais il y a énormément de changements qui ont été apportés. Le CRM, amélioration de la fermeture des billets et l'engagement et rapport sur l'entente de niveau de service des billets. Alors, je vous montre ça. Alors, dans les billets, auparavant, il n'y avait pas vraiment de solution. C'est-à-dire qu'on avait ici le détail, donc le détail de la demande que la personne, soit le client, donnait, ou si on recevait un courriel et suite à la réception, se créait un billet, le détail s'affichait ici de la demande client. Par contre, au fur et à mesure qu'on travaille sur un billet de service, bien, on va créer des activités. Mais à la fin de la journée, il est intéressant d'avoir la méthode pour, même si on l'a mis dans un courriel, c'est intéressant d'avoir la méthode, comment on a fait pour résoudre le problème.
Et cette méthode-là est maintenant inscrite dans les notes de clôture, qui est un nouveau champ qui est maintenant là et qui doit être nécessaire lors de la fermeture de certains types de billets. Donc, on a des classes de billets. Et pour chaque classe de billets, on peut déterminer si la note de clôture est obligatoire ou pas. Il y a des billets comme par exemple l'information sur les heures d'ouverture du bureau, par exemple, qui pourrait être une classe de billets FAQ, par exemple. Bien, ça, peut-être les notes de clôture ne font pas de sens. À ce moment-là, on peut résoudre le billet en créant un courriel puis en prenant une notification déjà faite. Donc, un modèle de courriel déjà fait qu'on récupère, puis à ce moment-là, ben, ça va faciliter le travail. Par contre, si dans d'autres cas, comme par exemple un incident, un billet de soutien technique, ben, à ce moment-là, c'est intéressant d'avoir les notes de clôture. Dans chacune des activités, on a aussi l'entente de niveau de service. Donc, selon le contrat du client, selon le type, la classe de billet aussi, on peut avoir un délai de résolution. Le délai de résolution-là, comme vous savez probablement, est déterminé selon la sévérité ou la gravité du problème. Donc, si c'est haute, par exemple, ma date de résolution cible peut changer par rapport à si c'est basse, selon la configuration que j'ai faite. Maintenant, le problème qu'il y avait, c'est qu'on a des statistiques par rapport à la résolution, quand est-ce qu'elle est due. Par contre, si on change la sévérité en cours de route, ben, il y avait un problème là parce que peut-être qu'au moment où on a changé la sécurité de base à urgente, on a déjà dépassé le délai, ou si ça change de l'autre côté aussi, on a déjà dépassé le délai, donc ça posait problème. L'autre chose qu'il y a aussi, c'est souvent on peut mettre le billet en attente du client, on demande des informations supplémentaires ou on demande la confirmation de la résolution. Et à ce moment-là, ben, ça se peut que, par le moment que le client réponde, on ait dépassé notre engagement. Euh, et ça, pour éviter ça, il y a toute un mécanique de dire, mais quand j'ai fourni une réponse au client, par exemple, si j'envoie un courriel et voici les réponses, ben, je peux déterminer dans mon courriel que une activité, je vais changer de type. Et là, on peut voir que mes heures vont changer selon la sévérité, ou peut-être pas. Bref, et puis lorsque je crée un courriel, ben, je pourrais déterminer que la solution a été fournie pour les billets. En cochant cette petite case-là, ben, ce que ça va permettre de faire, ça va permettre d'arrêter le compteur, parce que je mets le compteur sur en attente du client, en attente, la solution est donc fournie, j'attends une confirmation, puis ça a été fourni via ce courriel-là. Et puis à ce moment-là, ben, le système, il va arrêter de calculer le temps, puis il va reprendre le moment où le client va mettre à jour le billet. Donc, si le client me réenvoie un courriel, me retourne un courriel, ce courriel-là va être attaché automatiquement dans les activités, et puis le statut va changer de en attente du client à ouvert et la raison va être mise à jour. Donc, la mise à jour va être faite par le client, le système fait ça automatiquement, et alors le temps va continuer à être calculé. Donc, on peut maintenant plus aisément suivre l'engagement, notre délai de réponse et également d'avoir les notes de clôture qui sont vraiment importantes. La distribution. Auparavant, lorsqu'on avait l'édition manufacturière d'Acumatica, on avait accès à un système de planification de besoins matière. Lorsqu'on avait l'édition distribution, on avait le module de réapprovisionnement. Lorsqu'on avait l'édition manufacturière, puisqu'on bénéficie aussi de la distribution, plus la section fabrication, ben, on avait accès aux deux, c'est-à-dire le réapprovisionnement qui va commander selon les min-max qu'on appelle, donc quand on tombe en bas du quantité
on le commande, ben, automatiquement, on va recommander du stock. Ça ne tient pas compte, par contre, des dates. C'est-à-dire que ça ne fait pas du juste à temps. Notre point de commande peut être calculé par le système en fonction du délai du fournisseur moyen, puis de différentes informations comme la demande quotidienne, etc. Donc, on essaie le plus possible d'avoir un point de commande qui va faire du sens, mais on ne commande pas selon exactement la demande. Contrairement au système de planification de besoins de matière, lui, il va gérer les dates. Donc, il va dire de commander telle date chez le fournisseur en fonction du délai de livraison, en fonction de la date que j'en ai besoin pour le client. Ce module-là de planification de besoins de matière n'était pas disponible dans l'édition de distribution. Maintenant, il l'est. Donc, on peut. Le système a changé de nom, c'est-à-dire que ça s'appelle maintenant planification des stocks de distribution. Et ce module-là est disponible. Ce nouveau module-là est disponible pour l'édition de distribution. Euh, et vous pouvez vous informer à notre équipe de vente si ça vous intéresse. L'autre chose qu'il y a dans ça aussi, c'est qu'on planifie maintenant les assemblages. Donc, ceux qui n'ont pas le système de manufacturier, on a les assemblages qui permettent de créer des produits finis à l'aide de certaines composantes matières premières. C'est très de base, mais souvent, pour les petits besoins, ça fait la job, comme on dit. Et la planification des stocks de distribution peut créer les assemblages en fonction de la demande, en fonction de la date que c'est requis. Donc, voilà. Amélioration du processus de commande de retour. Les commandes de retour, c'était un peu laborieux. Je vais vous donner une idée du DRP. Je vais vous montrer un peu à quoi ça a l'air. Après ça, je vais parler du processus de retour. Donc, le DRP se trouve ici dans la planification des stocks. Et c'est l'affichage de la planification des stocks, où on voit ici qu'on peut acheter. Donc, on a ici la liste de tout ce qu'on doit acheter. On a toujours la justification d'où viennent ces demandes-là, comme par exemple ici, ça vient, ça vient, bon, ici, ça vient des commandes de vente, là, ça vient des commandes de fabrication, pour ceux qui ont le module de fabrication, ça vient d'une commande de service. Donc, le système regarde vraiment la demande qu'il y a soit dans le module service, dans le module de commande client, les ventes, dans le module aussi de fabrication. Et il va afficher ça sur un seul tableau, tout ce qu'il a acheté, tout ce qu'il a à fabriquer avec le module manufacturier et tout ce qu'il a à assembler avec les assemblages que je vous parlais tout à l'heure. Donc, on doit assembler euh, le 28 parce qu'on a besoin de ce stock-là le 7. Et pourquoi on a besoin de ce stock-là? On a besoin de ce stock-là pour une commande de service. En tout temps, je peux cliquer pour voir cette commande de service-là. On a aussi la possibilité dans ce module-là de voir ce qui s'en vient dans le futur. C'est comme un peu notre boule de cristal où je vais aller voir. Donc, je commence quand c'est en stock de 0, je n'ai pas de stock de sécurité, j'ai pas d'autres informations. Puis, on a des exigences pour cette commande de service-là de 25, donc ça va diminuer de 25. C'est pour ça qu'on me demande d'en fabriquer 25, d'assembler 25 de cet article-là. Et ensuite, j'ai une autre commande de service ici qui va en déduire un, donc je dois en fabriquer un avec mes différentes dates. Donc, j'ai l'évolution de stock au fur et à mesure de mes demandes et de mes assemblages dans ce cas-ci. Voilà. Les retours de marchandises. Dans le module vente, on avait la possibilité, lorsqu'on choisit un type de commande, par exemple, celui-ci, retour pour crédit, par exemple. Chaque type de commande, ça, on peut en créer autant qu'on veut. On a certains comportements. Dans le retour pour crédit, le client me retourne du stock. On avait ici ajouté une facture.
C'est-à-dire qu'ici, on avait beaucoup moins d'options ici. On n'avait pas les dates, on avait beaucoup moins d'options pour choisir mes factures. En choisissant une facture, ça m'assure, en fait, que le client qui me retourne du stock l'a vraiment acheté chez nous, premièrement, et puis qu'on n'a pas déjà crédité cet élément-là, et puis que le prix va être bon aussi. Donc, le prix à quel je vais créditer, c'est le prix à quel j'ai vendu. Fait que tout ça pour vous dire qu'ici, on a rajouté beaucoup plus d'éléments de filtre, parce que des fois, le client n'a pas toujours sa facture, n'a pas toujours. Des fois, il va nous arriver avec un numéro de commande, donc on peut pas le chercher par commande, on peut le chercher par article, sans avoir à choisir une facture en premier. Donc, et aussi, on peut choisir par un intervalle de date. Donc, c'est beaucoup plus facile à trouver, en fait, la facture, l'élément qui a été vendu pour le créditer. Donc, si je le rajoute maintenant, on peut aussi afficher les articles, les ensembles hors stock. Donc, par exemple, si je vends un kit de patio avec un parasol, des tables, puis une chaise, c'est un article hors stock, qui est un kit, en fait, euh, qui, qui comprend un parasol, etc. Mais je n'ai jamais vendu le parasol, la table, puis les chaises. J'ai vendu le kit. Donc, chercher les éléments. Si par exemple la personne me retourne seulement le parasol, ben, je peux le trouver comme ça, avec la petite case à cocher. Voilà. On retourne à notre menu principal, voir notre présentation. Donc, amélioration au processus de commande de retour, cueillette accélérée du même article sur plusieurs commandes. Ça, c'est lorsqu'on utilise le WMS d'Acumatica, donc le système d'entrepôt qui fonctionne avec les lecteurs de code à bord intelligents. Ben, auparavant, si on avait mettons, une quantité de 3, une quantité de 10, une quantité de 20 sur trois commandes différentes, ben, le système il n'agrégeait pas les données. Donc, il allait chercher le 3, après ça le 10, le 20. Maintenant, il y a possibilité de dire, bon, chercher 23, puis on sait qu'on en a besoin de 23, donc ça va accélérer le tout. Puis, le système va pouvoir aussi nous dire, par exemple, que lorsqu'on prend une nouvelle commande à aller prélever dans l'entrepôt, on peut lui dire où on est. Puis, le système, avant, il allait voir, selon l'emplacement où on est dans l'entrepôt, on se situe, mais il nous donnait la commande la plus proche. Euh, Fait que si on est dans le milieu d'entrepôt, il nous donnait la commande la plus proche qui était à la suite des rangées. Maintenant, il check dans les deux directions pour le système vérifie dans les deux directions pour voir la commande la plus proche, l'article la plus proche à aller chercher par rapport où on se situe, qu'il soit en avant de nous ou en arrière de nous. Donc, des éléments comme ça pour accélérer le tout. Euh, il y a aussi les commandes permanentes. Donc, les commandes permanentes dans les achats, ça permet d'avoir comme un engagement auprès du fournisseur. Donc, si je commande, par exemple, une quantité de 10 d'un article, ou j'en commande 100 000 dans mon année, ben, ça va être différent. Fait qu'au lieu de commander, si je sais que je vais en commander, par exemple, 1000 par mois, ben, au lieu d'en commander 1000 par mois, tout simplement, je vais plutôt faire une commande d'engagement auprès de mon fournisseur pour lui dire, je vais t'en commander 12 000 pour l'année. Me fais-tu un bon prix? Et puis, au fur et à mesure que je vais commander chez mon fournisseur, ben, ça va aller diminuer mon engagement et je vais pouvoir en tout temps suivre mon engagement. Combien il m'en reste sur les 12 000 que j'avais promis d'acheter pour la période déterminée. Puis, il y avait, c'est un peu difficile auparavant, dans les versions précédentes, de voir combien restait, etc. Il fallait faire des écrans d'interrogation, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus facile et c'est maintenant disponible. Euh, PageJet, on appelle ça un hub d'expédition. On était intégré auparavant, dans la précédente version avec EasyPost, avec ShipEngine. Et maintenant, il y a aussi PageJet. PageJet offre beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de modules, et puis est intégré avec Acumatica. Ça veut dire que, par exemple, les étiquettes d'expédition vont s'imprimer. Ça veut dire aussi que le numéro de traçabilité va être intégré
dans l'écran d'expédition d'Acumatica, automatiquement, sans avoir à recopier les données. Le commerce de détail. Il y a un connecteur maintenant Amazon intégré comme fonctionnalité. Donc, on avait le connecteur avec des sites web de transactions électroniques Shopify, BigCommerce en était un autre. Maintenant, il y a Amazon qui se rajoute. C'est en bêta depuis plusieurs versions. Maintenant, c'est totalement intégré dans le logiciel. Si vous avez besoin de ce connecteur-là, vous pouvez contacter notre équipe de vente. Et puis, ça permet de gérer, en fait, le stock qui est soit FBA ou FBM. Donc, je crois que c'est expédié par Amazon ou c'est expédié par le marchand. Donc, quand c'est expédié par Amazon, il y a un entrepôt virtuel. On crée dans Acumatica, puis à ce moment-là, lorsqu'on reçoit une commande d'Amazon, ben, elle est saisie dans Acumatica. Si c'est FBM, parce que c'est le marchand va, qui va expédier le stock. Quand c'est FBA, ben, c'est une facture. On va savoir dans Acumatica. Puis ça va comptabiliser aussi les frais. Donc, Amazon charge des frais, naturellement, de transaction, donc, et tout ce de frais. Et ces frais-là vont être aussi importés dans Acumatica. Faciliter euh, la conciliation à la fin du mois. Euh, le point de vente de Shopify prend maintenant en charge les échanges parce qu'en plus du connecteur à Shopify au site web de transactions électroniques, Shopify offre aussi un point de vente. Et Acumatica a aussi un connecteur avec le point de vente de Shopify. Donc, vous avez une boutique, au lieu de prendre un point de vente intégré à Acumatica, tel que celui offert par des ISV, vous pouvez prendre le point de vente de Shopify et à ce moment-là, maintenant, on prend en charge les échanges. Le module de manufacturier, donc de fabrication. Alors, on va aller voir ça immédiatement. Donc, dans le module de fabrication, je vais le voir. Ici. Alors, mon bon travail. Good. Alors, j'ai ma machine Keurig, ma fameuse machine Keurig. Et dans la machine Keurig, j'ai plusieurs opérations. On va aller voir ça immédiatement. C'est mon bon travail de ma machine Keurig. J'en ai un à fabriquer avec cette date-là ici. Et j'ai deux opérations pour fabriquer ma machine Keurig avec, pour chacune des opérations, du matériel, etc. Dans les précédentes versions d'Acumatica, on avait, lorsque je disais que l'étape 100 était, cette étape-ci, 20, pardon, était terminée, ben, le système considérait que l'étape 10 était aussi terminée. Donc, par contre, il y a des gens, des fois, qui font des choses pas dans un ordre séquentiel. Donc, on peut peut-être faire l'étape 100 avant l'étape 10. Dans ce cas-là, ce serait un petit peu spécial, l'inspection avant l'assemblage, mais bref, par exemple, si on avait différents éléments, ben, différentes opérations, ça se peut qu'il y ait une opération qui peut s'être faite avant ou après, ça n'a pas d'importance dans l'ordre des choses. Donc, auparavant, c'était pas possible, ou difficilement pas possible, on va dire. Maintenant, il y a un paramètre qui permet de permettre ça. Donc, dans ce cas-là, on va dire que l'étape, si on complète l'étape 20, mais l'étape 10 reste à faire. Parce que pour chacune des opérations, on a toujours le statut, donc, qui est là, et puis les coûts qui vont être comptabilisés, les coûts qui sont à post-déduction vont être comptabilisés automatiquement. Donc, on dit en bon français backflush. Donc, si on permet de faire les choses qui ne sont pas en séquence, ça veut dire que lorsque je termine celui-là, il y a seulement les coûts qui sont en post-déduction qui vont être, et les coûts que je vais avoir enregistrés qui vont être comptabilisés. Tandis que si je ne permets pas les hors séquence,
ben, si je ferme celui-là, celui-là aussi va être complété. Revenons à notre présentation. Je devrais cliquer sur mon logo, ça m'amènerait directement, mais planification de besoins matière, donc c'est le PSD que j'ai montré tout à l'heure, donc les kits dans la prévision de demande. Ça, c'est les ensembles que je disais tout à l'heure, donc l'assemblage. Exclure les commandes par type de commande. On a vu tantôt quand on a fait les retours qu'il y avait plusieurs types de commandes. Les commandes SO que tout le monde connaît, les commandes QT, ça c'est des soumissions, les commandes ARM pour RMA. Donc, il y a plusieurs types de commandes. Puis, on peut exclure certains types de commandes euh, de la planification des stocks. Même chose pour les entrepôts qui sont inactifs. On peut les exclure aussi. On pourrait toujours exclure les entrepôts, mais on peut dire, sans aller dans la maintenance d'entrepôt, à partir du moment qu'on a mis un inactif, il n'apparaîtra plus sans avoir autre configuration à faire que ça. Mais il y a la possibilité de même exclure les entrepôts qui sont actifs. Voilà. Construction, mais il fallait aller dans l'entrepôt et faire des manipulations. Maintenant, on n'a plus besoin de le faire. Construction, projet et gestion de service. Alors, lier les lignes de facture pro forma aux transactions de projet des comptes fournisseurs. Ça, c'est vraiment pratique pour les gens qui font des facturations de pièces et main-d'œuvre. Je vais aller mettre ça dans les factures pro forma. Donc, on avait la possibilité de faire des factures pro forma dans les versions précédentes, mais pour voir d'où venaient les factures, ben, on devait aller dans l'affichage de taille de transaction, puis aller faire plusieurs clics. Maintenant, Automatica nous offre un panneau latéral qui permet d'avoir ces transactions-là ici. Et donc, je vais pouvoir avoir les factures fournisseurs correspondantes ici, où il est de cliquer, d'aller dans la transaction de projet, qui met après ça la transaction fournisseur. Donc, c'était plusieurs clics. Ici, on a directement la facture fournisseur en question. Voilà. Remboursement sur carte d'entreprise des reçus de dépenses. Ben, ça, comme ça le dit, lorsque Acomatica est capable de gérer les cartes d'entreprise, les cartes de crédit corporatives, et puis ces cartes de crédit-là corporatives, on enregistre les dépenses, on prend des photos des reçus. À la fin du mois, ça nous crée un compte de dépenses, un compte de frais. Ce compte de frais-là va générer des transactions que je vais pouvoir réconcilier dans mon module de rapprochement bancaire. Donc, toute cette gestion-là était déjà là. Par contre, lorsqu'il y avait un remboursement sur la carte de crédit corporative, ça posait problème. C'était un peu plus compliqué. Il fallait faire une entrée manuelle. Et maintenant, et ça faisait en sorte, cette entrée manuelle-là, que quand on regardait notre compte de frais, on n'avait pas cette information-là. Maintenant, c'est permis, donc ça va faciliter la conciliation. L'amélioration du calendrier de la gestion des services, c'est une fonctionnalité expérimentale. Donc, Acumatica, parfois, ils incluent des fonctionnalités qui sont expérimentales, c'est-à-dire que ils essaient avec un nombre limité de clients, cette fonctionnalité-là. Et les gens sont jumelés avec l'équipe d'Acumatica pour vraiment s'assurer que des scénarios d'utilisation sont bien faits. C'est pas une version bêta, c'est plus une version gérée par Acumatica, une fonctionnalité gérée par Acumatica, puis Acumatica, avant d'accepter que les clients utilise cette fonction-là, va lui poser des questions sur les façons qu'il utiliserait cette fonctionnalité-là, de sorte à s'assurer que les scénarios que le client compte utiliser sont supportés par la nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est un peu complexe, mais tout ça pour vous dire que les fonctionnalités expérimentales sont offertes, mais il faut en faire la demande, puis il faut
Il faut s'assurer avec Informatica que euh, la façon qu'on veut utiliser cette fonctionnalité-là, qu'on aimerait l'utiliser, ben, ça soit supporté. Ça simplifie la création des crédits pour les factures de services. Ben, auparavant, lorsqu'on voulait faire créditer une commande de service, en fait, une facture qui était liée à une commande de service, c'était un peu complexe. Il fallait faire une note de crédit, ça posait plein de problèmes. Maintenant, euh, sur un clic de, de souris, on est capable de générer une note de crédit pour une facture de service et ainsi, ça va vraiment faciliter la vie des utilisateurs. Donc, ça conclut notre tour de piste sur le logiciel 24R1. Il y a déjà la 24R2, la prévisualisation qui est sortie. Et puis, on se donne donc rendez-vous à sa sortie à l'automne prochain. Alors, merci beaucoup. Passez une excellente journée.
Thank you.